Une nouvelle de Larry Niven, L'œil de la pieuvre. C'était un puits. Henry Bétrossian et Christopher Ladden se penchèrent au-dessus du bord, scrutant le fond des ténèbres de jet. Leur motocyclette à pneus ballon gisait oubliée sur le sable de talc, un sable fin et rose qui s'étendait jusqu'au plat de l'horizon, empruntant sa couleur au ciel. Le ciel était couleur sang. Ça aurait pu être un flamboyant coucher de soleil du Kansas, mais le soleil minuscule était encore au zénith. La pierre taillée translucide de la bouche du puits se tenait comme un blasphème dans l'étendue sauvage et toxique qu'était Mars. Il se dressait à 1,20 m au-dessus du sable, grossièrement circulaire d'un diamètre d'environ 3 mètres. Les pierres usées par les intempéries étaient des blocs érigés de 30 cm de haut sur 10 de large et d'environ 30 d'épaisseur. Quelle que fût la matière de ces pierres, elles semblaient luire d'une faible lumière intérieure bleue. « C'est si humain !» dit Henry Bétrossian. Sa voix contenait une touche de déroutante frustration à laquelle faisait écho son visage sombre et son nez en lame de couteau. Chris Ladden savait ce qu'il voulait dire. « C'est normal. Un puits comme un levier ou une roue, on ne peut y apporter beaucoup de changements parce que c'est trop simple. As-tu noté la forme des briques ? Oui, bizarre, mais elle pourrait être faite de main d'homme. Dans ces terres, en respirant du dioxyde d'azote, en absorbant de l'acide nitrique, rouge fumant. Mais... Chris aspira profondément. Pourquoi se plaindre ? C'est de la vie, Harry. Nous avons découvert de la vie. Nous devons le dire à Ebb. Bien. Mais il se passa un long moment avant que l'un d'eux ne bouge. Il se tenait penché par-dessus le puits, combinaison pressurisée d'un vert vif contre le sable rose et le rouge sombre de l'horizon, scrutant le flou des ténèbres dans le fond. Puis ils se détournèrent et enfourchèrent leur Mars mobile. Le module d'atterrissage se tenait comme un stylo d'acier dressé. Sa moitié inférieure était constituée de 3 jambes largement écartées, une solide fusée de redécollage et une spacieuse cale de chargement, aux 2 tiers vide à ce moment-là. La moitié supérieure était l'étage de retour en orbite. Loin parmi le croissant des dunes s'étalait une tache blanche, le parachute de freinage abandonné. Le Mars Mobile, une pompeuse motocyclette biplace, avec de gros pneus ronds et un certain nombre de modifications spéciales, émit son teuf-teuf jusqu'à un des pieds d'atterrissage et s'arrêta. Henry la laissa et grimpa jusqu'à la cabine pour appeler Ebb Cooper, dans le vaisseau en orbite. Chris Ladden monta dans la cale et farfouilla dans un fatras d'objets de première nécessité jusqu'à ce qu'il y trouve un rouleau de fins câbles, un seau métallique et un lourd marteau à roche, tout cela traité pour résister à l'atmosphère corrosive. Il laissa tomber les objets près de l'engin et redescendit à terre. « Maintenant, on va bien voir, » se dit-il. Henry descendit l'échelle. « Eh bien, dans tous ces états, » rapporta-t-il. Il dit que si nous n'appelons pas toutes les 5 minutes, il descendra nous chercher. Il veut savoir l'âge du puits. Je le voudrais bien aussi. Chris brandit le marteau. Nous allons prélever un éclat et l'analyser. Allons-y. Le puits était à 2,5 km du vaisseau, et pas d'une couleur très voyante. Probablement l'aurait-il perdu s'il n'avait laissé un drapeau pour le signaler. Tout d'abord, voyons sa profondeur, dit Ladden. Il mit le marteau dans le seau pour l'alourdir, attacha le câble à l'anse et laissa le tout tomber. Dans l'inquiétant silence du désert martien, ils attendirent, l'oreille tendue. La corde était presque à sa fin lorsque le seau heurta quelque chose. Un moment plus tard, le fantôme d'un floc leur parvint en flottant du fond. Henry marqua la corde de sorte qu'ils puissent mesurer la profondeur qu'elle avait atteinte. Elle approchait les 80 mètres. Ils la tirèrent à eux. Le seau était à moitié plein d'un fluide légèrement huileux et trouble. Chris le tendit à son partenaire. « Harry, tu veux ramener ça et l'analyser ?» Le visage sombre de Henry grimaça autour de sa barbe en pointe. « Je vais le jouer avec toi. Nous savons tous deux ce que ça va être. » « Bien sûr. Mais ça doit être fait, quand même. » Ils tirèrent au sort
Henry perdit. Avec le Mars mobile, il retourna au vaisseau, le seau se balançant dans une main, le fluide s'échappant du bord. La pierre qui formait le puits pouvait être du quartz, ou même une sorte de marbre non veiné. Il avait été trop durement érodé par les intempéries, trop finement entamé et poli et gravé par les patients grains de sable pour que l'on puisse dire ce qu'elle était. Chris Laden choisit un bloc selon toute vraisemblance identique et fit tomber durement le marteau sur ce qui semblait être une fissure. Il frappa 3 fois. Le marteau en fut abîmé. Laden tourna et retourna le marteau pour examiner le coin aplati et l'arête inégale et émoussée. Ses yeux bleus portaient une expression intriguée. Il savait que le gouvernement aurait pu chicaner sur le poids d'un outil dans le projet de Mars, mais jamais sur le prix ou la qualité. Ici, sur Mars, ce marteau valait des dizaines de milliers de dollars. Il devait être fait d'un alliage d'acier résistant et durable. Alors, il dressa la tête dans son casque, remuant une étrange idée. Harry, oui? Où es-tu? Je viens juste d'entrer dans le sas. Donne-moi 5 minutes pour découvrir que ce truc est de l'acide nitrique. D'accord, mais rends-moi un service. As-tu ta bague? Le fer à cheval en diamant? Ah, bien sûr. Apporte-la avec toi, en dehors de ta combinaison. En dehors, j'insiste. Attends une minute, Chris. C'est une bague de grande valeur. Pourquoi n'utilises-tu pas la tienne? Oh, j'aurais dû y penser. Attends, je vais retirer ma combinaison et... il semble que mon casque ne veuille pas se détacher. Bon, arrête, j'ai pigé. Il y eut un déclic lorsque la radio d'Henry s'éteignit. Laden s'assit pour attendre. Le soleil était en train de glisser vers l'horizon. Il s'était posé très peu de temps avant le crépuscule du jour précédent. Aussi, il savait de quelle façon soudaine le désert pouvait tourner du rose au noir de minuit et quelle faible lumière donnait les lunes insignifiantes. Mais on était encore à 4 heures du coucher du soleil. Les dunes avaient toutes la même allure de parfait croissant, aussi régulier que s'ils étaient faits de main d'homme. Quelque chose devait façonner les vents ici, les faire souffler toujours dans une seule direction, comme les alizés de la terre. Et les dunes, obéissant au vent, rampaient à travers le sable, plus lentes que des escargots. Quel âge avaient ces pierres contre son dos? Si elles étaient réellement une étrange et stupide idée, mais Chris ne se serait pas porté volontaire pour le projet de Mars s'il n'avait pas été à moitié sentimental. Si donc, elles étaient réellement du diamant, elles devaient être terriblement vieilles pour être si usées par du simple sable, bien plus vieilles que les pyramides, un ancêtre vénéré du Sphinx. Peut-être que la race qui avait ciselé ces pierres avait péri depuis. Les auteurs de science-fiction supposaient une race martienne éteinte. Eh bien, peut-être que le puits avait à l'origine contenu de l'eau. Hé, Chris, présent? C'est du sale acide nitrique, pas trop fort. La prochaine fois, tu me croiras sur parole. Harry, on ne nous a pas envoyés ici pour d'astucieuses suppositions. Elles ont toutes été faites lorsque le vaisseau a été construit. Nous sommes venus pour découvrir du sûr, non? Très bien. À dans 10 minutes. Laden laissa ses yeux revenir sur le désert. Il se passa un moment avant qu'il n'ait réalisé ce qui avait saisi son regard. L'une des dunes était irrégulière, les courbes étaient fausses, asymétriques. Le croissant normal avait laissé un bras tentaculaire et rampant. Il ressortait comme une poire parmi un alignement de pommes. Il avait 10 minutes devant lui, et la dune n'était pas si loin. Laden se leva et commença à marcher. Il se tint sous la dune et regarda en arrière. Le puits était clairement visible. La distance était même plus courte qu'il ne l'avait pensé. Il avait été trompé par la proximité de l'horizon. La crête de la dune était à 4 mètres de hauteur. Qu'est-ce qui l'avait déformée? Peut-être le soulèvement d'une cime rocheuse pas assez haute pour émerger du sable. Plus tard, il pourrait la trouver avec le sonar. Elle devait être sous le bras de sable tentaculaire et tordu. Chris, où es-tu donc, bon Dieu, Chris? Chris sursauta. Il avait oublié Henry. Regarde plein sud, à partir du puits, et tu me verras. Pourquoi n'es-tu pas resté où tu étais, espèce d'imbécile? Je pensais que tu avais été enterré par une tempête de sable. Désolé, Harry, il y a quelque chose qui a éveillé mon intérêt. Chris Laden se tenait à présent sur le bras de sable déformé. Il semblait préoccupé.
Essaie de gratter des blocs du puits avec ta bague. C'est une idée bizarre. Dit Henry, en riant. Fais-le. Silence. Laden sentit le vent, baissa le regard sur le sable, essaya d'imaginer quel obstacle l'avait amassé là. Pas nécessairement quelque chose de très grand. Il ne devait pas être sous la dune. Il devait être sur le côté exposé au vent. Au commencement de l'arche, là. Je les ai grattés, Chris. Il y a bien une égratignure. Donc c'est effectivement... Oh! Ah! Chris, tu es fichu. Seule la mort te préservera de mon courroux. Pourquoi te mets-tu en colère? Mon diamant, il est abîmé. Rien qu'avec un seul bloc du puits, tu pourras le remplacer au moins 1 million de fois. C'est vrai, dit. Mais il nous faudra le laser pour découper ça. Ils ont dû aussi utiliser de la poussière de diamant pour le ciment. Et le carburant pour amener ça. Harry, rends-moi un service. Amène. Le dernier m'a coûté une bague de $3000. Amène le Mars Mobile ici, je veux creuser un peu. J'arrive tout de suite. 1 minute plus tard, Harry amena la machine à côté de la combinaison verte de Chris. Son sourire montrait que les égratignures sur sa bague n'avaient pas laissé de cicatrice définitive sur sa psyché. Où creusons-nous? Exactement où je me tiens. Le Mars Mobile était équipé de 2 réacteurs verticaux à air comprimé pour franchir des obstacles élevés. Un grand réservoir sous le ventre du véhicule contenait l'air fortement compressé directement par le moteur à partir de l'atmosphère ténue de Mars. Henry mit en route les réacteurs et survola le point où Chris s'était tenu, déplaçant son poids pour garder la machine en place. Le sable glissa en nappe. Chris courut pour se sortir de dessous l'appareil et Henry ricana et doubla la poussée pour projeter une douche de grains fins sur lui. En une demi-minute, la pression devint trop basse. Henry dut se poser. Le Mars Mobile trépida et vibra comme son moteur ahanait pour remplir la chambre à pression. Ça m'ennuie un peu de te demander ça, dit Henry. Mais quel est le but de tout cela? Il y a quelque chose de solide là-dessous. Je veux l'amener au jour. Très bien, si tu es sûr que nous sommes au bon endroit. Nous avons 10 bons mois à perdre. Ils ne perdirent que quelques minutes, regardant en silence le Mars Mobile remplir son réservoir de pression. Hé, dit Henry. Tu crois qu'on pourra établir une concession sur cette mine de diamants? Chris Laden, assis sur la pente escarpée de la dune, grattait pensivement le côté de son casque. Ouais, pourquoi pas. Nous n'avons vu aucun martien vivant et on peut être assuré que personne d'autre n'a de concession. Bien sûr, nous déposerons notre demande. Le pire qu'ils puissent faire, c'est de la rejeter. Une chose, je ne l'ai pas mentionné avant parce que je voulais que tu le vois par toi-même. Mais bon, au diable tout cela. L'un des blocs est entièrement recouvert de profondes égratignures. Oui, ils le sont tous. Pas comme celle-ci. Elles sont profondes. Et à moins que ce ne soit mon imagination qui m'abuse, elles sont toutes à 45 degrés. Elles sont trop fines pour qu'on puisse en être sûr, mais je crois que c'est une sorte d'écriture. Et sans attendre de réponse, Henry décolla sur ses jets d'air. Il se débrouillait bien avec ça, on aurait dit un danseur de ballet. Vous pouviez voir, Henry déplaçait son poids, mais jamais le scooter ne semblait bouger. Quelque chose émergeait du sable, quelque chose qui n'était pas de la roche. Quelque chose comme un morceau d'une sculpture métallique moderne, sans utilité ni signification, mais néanmoins d'une singulière beauté. Quelque chose qui avait été une machine, et était à présent rien. Henry Bedrosian se balança au-dessus de la fosse conique que ses réacteurs avaient creusée. L'artefact était presque visible à présent, et quelque chose d'autre apparaissait à ses côtés. Une momie. Le Mars Mobile se posa sur le jet expirant. Chris dévala la pente du trou, comme Henry descendait à terre. La momie était humanoïde, d'environ 1,20 m de long, avec de longs bras, des doigts fuselés, extrêmement fragiles et un crâne selon la tradition surdéveloppé. Aucun détail précis n'était visible, tout avait été rongé. Chris ne put même pas être sûr du nombre de doigts que l'hominidé avait eu.
Une main en avait encore deux, l'autre seulement un, plus un pouce opposable aplati. Aucun orteil n'apparaissait au pied, la chose gisait face contre terre. L'artefact maintenant découvert montrait plus de détails, quoiqu'il n'ait pas de signification. De grosses barres métalliques courbées, de fins fils tordus, deux énormes cercles fripés avec quelque chose de pourri s'accrochant à ce qui avait été leur bord. C'est alors que l'imagination de Henry émit un déclic. Ce même talent du coup d'œil qui lui avait fait obtenir le premier grade en topologie. C'est une bicyclette. Tu as perdu la tête. Non, regarde. Les roues sont trop grandes et... C'était une bicyclette fantastiquement déformée, avec des roues de 2,80 m de diamètre, une selle basse et à la taille d'un nain, et un système de vitesse pour déplacer la chaîne. Le rapport de vitesse était très bas. La selle était presque contre la roue arrière, et une barre de direction, à présent courbée et bonne à jeter, avait été fixée au moyeu de la roue avant. Quelque chose avait chiffonné la bicyclette comme un paquet de cigarettes rigides dans la main d'un homme fort, et puis la rouille avait accompli le pire sur le métal. D'accord, c'est une bicyclette, dit Chris. C'est une bicyclette à la Salvador Dali, mais quand même une bicyclette. Il devait beaucoup nous ressembler. Bicyclette, puis en pierre, écriture, vêtements. Il devait y en avoir. Il est au moins usé, autour du torse, tu vois. On peut voir les plis dans sa peau. Il a dû être protégé jusqu'à ce que ses habits pourrissent. Ça se peut. Il ruine un peu notre théorie de la race perdue, n'est-ce pas? Il ne pourrait vraisemblablement avoir plus de 2000 ans. Des centaines seraient plus vraisemblables. Et puis, l'abus de l'acide nitrique, après tout. Eh bien, ça nous souffle notre mine de diamants, collègue. Il doit y avoir des parents vivants. Nous ne pouvons pas trop compter sur le fait qu'ils soient comme nous. Ces choses que nous avons trouvées, les vêtements, l'écriture, le puits, ce sont toutes des choses que tout être intelligent pourrait être forcé d'inventer. Et puis une évolution parallèle pourrait expliquer la forme bipède. Une évolution parallèle? Répéta Henry. Comme l'œil d'une pieuvre. En structure. Il est presque identique à celui de l'homme. Pourtant, même en remontant très loin, une pieuvre n'est pas humaine. On ne peut distinguer la plupart des marsupiaux de leurs homologues mammifères. Bon, essayons de redresser ça. N'importe quel archéologue les aurait abattus de sang-froid. La momie était aussi légère et sèche qu'un bouchon de liège et ne montrait aucune tendance à se disloquer entre leurs mains. Ils l'attachèrent avec douceur par-dessus la boîte à bagues, puis eux-mêmes montèrent. Chris conduisit lentement et prudemment. Chris se tint sur le premier barreau de l'échelle, ajustant l'équilibre de la momie sur son épaule gauche. Nous devrons la vaporiser de plastique avant le décollage, dit-il. Avons-nous un pulvérisateur de plastique? Je ne m'en souviens pas. Nous ferions mieux de prendre des photos au cas où elle se disloquerait. Bien, il y a un appareil dans la cabine. Chris se mit à monter et Henry le suivit. Ils amenèrent sans encombre la dépouille dans le sas. J'étais en train de penser, dit Henry. Cet acide nitrique n'était pas vraiment dilué, mais il y avait de l'eau dedans. Peut-être que la chimie de ce type peut extraire de l'eau de l'acide nitrique. Oui, bien pensé. Ils posèrent doucement la momie sur une pile de couverture et commencèrent à chercher l'appareil photo. Après 5 minutes désespérantes, Chris se cogna délibérément la tête contre un mur. Je l'ai emmené pour prendre le coucher de soleil la nuit dernière. Il est dans la cale de chargement. Va le chercher. Henry se tint dans le sas, à surveiller tandis que Chris descendait l'échelle. Après un moment dans la cale, Chris commença à remonter avec l'appareil passé en bandoulière. Je pensais aussi, dit Chris, sa voix apparemment dissociée de sa silhouette qui montait. Le diamant ne peut pas être si abondant que ça ici, et le sculpter en bloc a dû vraiment être un sacré travail. Pourquoi du diamant? Et pourquoi écrire sur un puits? Des raisons religieuses? Peut-être qu'il vénérait l'eau? C'est ce à quoi j'étais en train de penser. Naturellement que tu y pensais. Ce plan-là est aussi vieux que Lowell. Chris avait atteint le sommet. Ils se glissèrent dans le sas et attendirent qu'il se mette en cycle. La porte s'ouvrit. Entre-temps, les deux hommes avaient retiré leur casque et aussitôt ils le sentirent.
quelque chose de chimique, quelque chose de fort. Une épaisse et graisseuse fumée s'échappait de l'antique cadavre. Henry réagit le premier. Il sauta sur la casserole à double fond dans le coin de la petite cuisine. Elle était encore à moitié remplie d'eau. Il l'empoigna et projeta l'eau sur la momie martienne fumante, tandis qu'avec l'autre main, il ouvrait le robinet d'eau pour la remplir à nouveau. La momie partit comme une bombe au napalm. Henry bondit loin des flammes explosives et sa tête percuta quelque chose de plat et de très dur. Il s'écroula avec les yeux pleins d'une lumière sautillante. Immédiatement, il se redressa sur son séant, sachant que quelque chose d'urgent devait être fait, mais incapable de se souvenir de quoi il s'agissait. Il vit Chris, toujours dans sa combinaison, exception faite de son casque, courir à travers les flammes multicolores, prendre la momie par les chevilles et la jeter dans le sas. Chris pressa le bouton cycle, la porte intérieure se referma. Puis Chris fut penché au-dessus de lui. « Oh, ça te fait mal, Harry, tu peux parler, tu peux bouger. » Henry se redressa de nouveau. « Ça va. » Chris se lâcha un souffle aussi léger qu'une brise, puis il commença à rire. Henry se mit debout, un peu chancelant. Il avait mal au crâne. Les exhalaisons dans la cabine n'étaient pas intolérables et déjà l'installation d'air gémissait son impatience de faire l'air pur et sans plus d'odeur. De la fumée rouge provenant de la porte extérieure du sas se passait devant un hublot en mourant doucement. « Qu'est-ce qu'il a fait exploser ?» demanda-t-il. « L'eau » dit Chris Laden. « Quel terrible métabolisme il devait avoir ! Je veux être là le jour où l'on en rencontrera un de vivant. Mais, et le puits, nous savons qu'ils utilisent de l'eau. Oui, bon sang bien sûr qu'il en utilisait. Et savais-tu que l'œil d'une pieuvre est identique à celui de l'homme? Bien sûr, mais un puits est un puits, n'est-ce pas? Pas lorsqu'il s'agit d'un crématorium, Harry. Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il n'y a pas de feu sur Mars, mais l'eau pourrait dissoudre complètement un corps. Et je donnerais cher pour savoir ce que les croque-morts faisaient payer aux clients pour cette construction de blocs de diamants taillés, la substance la plus dure connue de l'humain et du martien. Un monument immortel élevé à la mémoire du cher disparu. L'œil de la pieuvre est une nouvelle de Larry Niven, extraite du recueil Les Conquérants, publié dans la collection Contes de l'univers connu, SF. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.